Généralement, dans le business des box, la box la plus importante, c'est pas la première, c'est la deuxième. Bonjour, je suis Mathieu Stéphanie et je suis ravi de vous présenter Le Panier. Le Panier est un podcast qui parle de e-commerce sous toutes ses coutures. Notre objectif est de décortiquer les recettes d'acteurs, du commerce en ligne, que ce soit des gros ou des petits, des généralistes ou des ultra spécialisés. Le Panier vous est proposé par Cosa Vostra, qui est une agence digitale qui accompagne ses clients dans la croissance de leur business en ligne depuis 2013. Fondée par 4 entrepreneurs, Cosa Vostra met les mains dans le cambouis et crée également ses propres startups afin de mieux comprendre les problématiques de ses clients. Nous adorons les défis et nous serions ravis de parler de vos projets. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou directement sur le site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Anna Webank, qui est directrice e-commerce de My Little Paris. On dit d'ailleurs My Little Paris, je crois. Oui. D'accord. Bonjour Anna. Bonjour. Donc je vais te demander de te rapprocher de ton micro, comme ça tout le monde t'entendra très bien. Directrice e-commerce de My Little Paris, et tu me disais à l'instant que tu étais donc la première stagiaire. Et donc il y avait qui en plus des stagiaires à l'époque de My Little Paris au début? Les 5 fondateurs et moi. D'accord. 5 fondateurs, c'est beaucoup, ouais. D'accord. Donc toi, t'es arrivé au milieu de 5 fondateurs. Dans une pépinière d'entreprise. D'accord. Au fin fond du 20e arrondissement. Ok. Et pour faire quoi? Quand il y a que 5 fondateurs et une stagiaire, on fait tout et n'importe quoi. Donc ça allait de commander le papier toilette à faire les études de marché pour lancer My Little Kids ou My Little Wedding. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu es directrice e-commerce. Le e-commerce, c'est une grosse partie, voire une majeure partie du chiffre d'affaires de My Little Paris. C'est 70% du chiffre d'affaires. 70%, énorme. Et c'est réparti en France, en Europe et au Japon. Sachant que voilà, on va revenir sur chacun il y a plusieurs box aujourd'hui. Il y a donc My Little Box, Gambette Box et Gina, qu'on trouve donc pour le rappeler, tout sur My Little Paris, j'imagine, et chacun voilà. J'ai regardé sur Google, quand tu tapes My Little Box sort presque devant My Little Paris de temps en temps. Gros effort de SEO. Ouais, je vois ça. Et donc, juste pour l'origine de My Little Paris, c'était plutôt du sponsoring de newsletters, c'est-à-dire que il y avait des news certains jours qui étaient financés par un c'était du brand content par newsletter, une fois par semaine. Voilà. Donc au départ, c'était vraiment parisien. Ouais. Donc la base, c'était les femmes parisiennes, CSP+, des bonnes adresses sur My Little Paris. Et du coup, qui disait bonnes adresses, disait aussi bons produits. Et l'idée, c'était un peu de casser la monotonie dans les boîtes mail à l'époque où on recevait, en fait, quand on s'abonnait à des newsletters, c'était tout le temps le même titre, des newsletters interminables avec 500 000 sujets à l'intérieur. Et c'est venu un petit peu casser tout ça avec une seule idée. Dès le titre, on comprend de quoi il s'agit. Et surtout, un gros objectif de viralité. L'idée, c'était que quand la personne recevait son mail en buvant son café le matin à 8h, quand elle allait à la machine à café à 10h, la seule chose qu'elle avait envie de raconter, c'était ce qu'elle avait lu dans la newsletter My Little Paris. Alors le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça a tellement bien marché qu'elle raconte un truc que tout le monde avait lu, quoi. Exactement. C'est vrai que c'était un succès fulgurant. Alors c'est quand même une cible de femmes, Ouais. donc c'est vrai que j'étais un peu moins dans la cible. Au fur et à mesure du temps, c'est devenu féminin. Alors, et on a lancé Merci Alfred. C'est ça, qui existe toujours. Oui. Ouais. Et qui a des box aussi. Non. D'accord. Qui a fait un peu de e-commerce sous l'enseigne Loom. D'accord. C'était le produit parfait pour les mecs. Et donc lancement de My Little Paris quand? Quelle année? 2008. 2008 et des box? Et des box 2011. 2011, d'accord. Et toi, tu es arrivé entre les deux, quoi. Entre les deux, voilà. D'accord. Un an avant qu'on lance les box. Et c'est toi qui as lancé les box ou ça a été lancé avec un des associés, j'imagine, ou... Alors, c'est tous les associés qui se sont mis sur le projet et moi, j'étais la petite main. D'accord. Et une fois que ça a été lancé, j'ai repris petit à petit. Donc, j'ai commencé par la partie très opérationnelle. Donc, j'ai fait ce que personne savait faire dans la boîte parce qu'on était 100% digital. Donc, j'ai fait la logistique. Donc, j'ai appris à monter une chaîne logistique et à créer une cellule de service après-vente parce que My Little Paris, c'était une newsletter. Donc, il y avait très peu de retours clients ou de commentaires et les réseaux sociaux étaient très peu développés il y a 10 ans. Donc voilà, j'ai monté tout ça. Après, au bout d'un moment, on a décidé de plus mettre que des produits de beauté dans les box et de mettre aussi des accessoires. Donc j'ai appris comment on développait des accessoires. Alors je vais t'arrêter parce que tu vas presque trop vite. Ouais. Quand tu lances la box, le gros avantage que vous avez, c'est que vous êtes déjà hyper fort
en communication. C'est-à-dire que c'est qu'on a une très grosse communauté. Tu lances My Little Box, tu fais pas 3 ventes, quoi. Non, on a lancé donc la box exclusivement sur la newsletter My Little Paris. Ouais. On avait prévu 2000 box et elles sont parties en 45 minutes. Oh. Et pendant 8 mois, on vendait à l'époque, c'était 13 €. 13,90 €. Donc 2000, tu fais 26 000 €, ouais, un petit 30 000 € de chiffre d'affaires en 45 minutes. C'est pas mal quand même, hein. Et du coup, la deuxième, vous en avez fait combien ? Alors la deuxième, c'était 5000. Alors, juste pour comprendre, la première, les gens s'abonnent. Oui. Donc, ils s'abonnent, ils sont 2000 à s'abonner. Et ils restent abonnés pour le mois suivant. Il y a un engagement minimum ? Non, pas d'engagement minimum. D'accord. Et les gens aujourd'hui restent en moyenne 11 mois. Oui, donc si tu fais le calcul, c'est plutôt 13 fois 11 fois 2000 en fait, que tu gagnes, ce qui est gigantesque en fait. En chiffre d'affaires, chiffre d'affaires sur 45 minutes, c'est juste imparable. Et alors j'imagine que là, quand t'es derrière ton moniteur, vous avez un CMS, c'est fait sur quoi ces box C'est un dashboard qu'on a construit en interne. D'accord. Donc j'imagine que c'est un peu l'excitation quand tu vois le truc. Ouais. Bah ça a planté, hein. Forcément. Il y avait tellement de visites et d'achats qu'on avait beaucoup de mal à suivre. Et après on a lancé. Un peu comme toutes les startups, c'est-à-dire on a lancé, on n'était pas prêt, donc on avait des gens qui achetaient et en même temps on était en train de coder pour qu'ils puissent avoir leur facture parce qu'on n'avait pas encore la fonction facture. Et après il a fallu coder comme des fous pendant 3 semaines parce qu'on savait prélever mais on savait pas reprélever un mois après, automatiquement sans redemander le numéro de carte bleue. Donc voilà. Oui, sachant que tu peux pas forcément, tu dois quand même leur redemander une autorisation du coup parce que reprélever, j'imagine que c'est pas si simple. Si quelqu'un qui m'a donné un numéro de carte bleue, normalement c'est paramétré pour du repeat. Donc il faut juste bien avoir activé la fonctionnalité. D'accord. Ouais, je fais le calcul, 2000 fois 11 fois 13,90, ça fait 305 000 € TTC, 306 000 presque. En 45 minutes, t'es pas loin d'un record. Et du coup, le deuxième mois, vous en revendez. Pareil, ça augmente à chaque fois, ça stack en fait. Ouais, c'est ça. Et on a eu deux années où en fait, quand on vendait, les gens qui s'abonnaient, donc par exemple au mois d'avril, ils achetaient déjà la box de juin parce que la box de mai n'était plus dispo. Voilà. Et donc on a eu une très très grosse croissance. On avait 5000 nouveaux abonnés par mois pendant 2 ou 3 ans. Et en fait, qui était de l'incrémental. Et puis là, maintenant, la base est devenue tellement grosse qu'on en génère plus, mais on en perd aussi plus tous les mois. Ouais, ça, si tu fais hors churn, juste 5000 fois 11 fois 13,90, ça fait quand même 760 000 € de CA, sur ce que t'appelles la LTV, la lifetime value, par mois. C'est juste fou. Oui. Enfin, je veux dire, sur un truc qui est basé sur une newsletter que vous avez créée vous-même, en quelque temps, c'est une transformation assez excitante parce que souvent, nous qui aimons bien les médias chez Cosa Vostra, t'as quand même, une grosse difficulté à transformer un média comme ce podcast ou comme en argent en fait, hein, et aujourd'hui c'est le problème de beaucoup de médias qui ont des vrais problèmes de modèle économique. Là j'imagine pour vous c'était une forme de consécration. Oui, et en même temps ça résonnait vachement parce que nous on s'est dit on va casser la monotonie dans les boîtes mail et du coup après on s'est dit la suite logique c'est d'aller casser la monotonie dans les boîtes aux lettres ou pareil avec la dématérialisation on reçoit presque plus rien. J'adore et en fait les acteurs qui nous ont suivis ont été à peu près les mêmes parce que nos gros partenaires sur le média ça reste les marques de cosmétiques et c'est ces marques là qui sont revenues en physique dans la box parce qu'elles préféraient ça à un échantillon dans le fond d'un sac Sephora. Ouais. Parce que, comme sur la newsletter, on venait raconter une histoire, mettre un thème autour et créer plein de contenu autour des produits qu'on nous donnait et qu'on nous donne pour que les gens vraiment comprennent à quoi sert ce produit et ensuite aient envie de le racheter. Donc il y avait des produits que vous achetiez pour les avoir dans la box et d'autres qu'on vous offrait. Non, tout est donné. D'accord. Donc c'est et à part la logistique, en fait, c'est que de la marge. Et la production de la boîte, le conditionnement et des accessoires. Parce que du coup, sur My Little Box, on est les seuls sur le marché à être vraiment une boîte lifestyle. Donc c'est des produits de beauté, t'as 3 produits de beauté et 2 accessoires et toujours un thème, une histoire, beaucoup de contenu autour. Donc c'est ça qui nous différencie. Et après le business model est aussi différent parce que tous les autres concurrents, qui sont vraiment sur la box beauté, leur business model c'est de créer un abonnement pour tester des produits que les gens viennent acheter ensuite en repeat sur le e-shop, alors que nous on a que la box. C'est-à-dire nous vraiment ce qu'on vend c'est le moment d'excitation d'ouverture, le temps que tu passes à la déballer et à te faire ton petit cadeau à toi tous les mois. Ouais, t'as pas cette logique de ce que t'appelles du replenishment. Quoi. C'est vraiment, je vais m'abonner à un produit derrière. Ouais. C'est vraiment assez excitant, je pense, comme et le
La première box, donc c'est 2000 box. Ouais. Tu parles de logistique, je crois que c'est un peu ton dada. Mmh. Tu mets les mains dedans, j'imagine, un peu? Alors, nous, on a choisi tout de suite d'aller dans une usine. On n'a jamais rien fait au bureau parce qu'on s'est dit, en fait, si on commence au bureau, on va jamais sortir et le jour où on va essayer d'aller dans une usine, ça va être l'horreur. Donc, on est tout de suite parti sur un site logistique. Au départ, c'était Deray, qui est un gros centre, c'est eux qui gèrent Sephora. D'accord. C'est où? C'est près d'Orléans. D'accord. Dans la cosmétique vallée française. Et ouais, j'y suis allée. On a même sauvé des choses un peu au dernier moment. Enfin, on allait chercher nous-mêmes des produits sur des quais de livraison qui sont réservés aux camions avec un mono-espace, enfin avec les moyens du bord. Mais ouais, et après voilà, c'est des femmes qui conditionnent les box. Pour nous, c'est super important. D'accord. Aujourd'hui, c'est chez notre cartonnier. Donc en fait, ça aussi c'est assez différent. Il n'y a pas beaucoup de gens sur ce business qui fonctionnent comme ça. Nous, c'est l'usine qui fabrique les boîtes, qui fait aussi le conditionnement. Et donc les boîtes sont fabriquées en début de chaîne, et c'est la vitesse à laquelle la machine forme les boîtes qui marque la cadence sur le tapis derrière. D'accord. Avec du coup les femmes qui travaillent pour assembler les boîtes. Donc ça, c'est deux endroits différents. La logistique, enfin il y a l'expédition et la création. Elles sont envoyées au stock d'expédition après, c'est ça? C'est ça. Et Deray, c'était le créateur historique. D'accord. Aujourd'hui, on est chez ADS pour la partie expédition. ADS, j'ai l'impression qu'ils grossissent beaucoup. On me parle beaucoup d'ADS en ce moment. Alors, en fait, c'est un très gros acteur de la logistique. Ils font beaucoup d'envois de magazines et donc ça nous intéressait parce que c'est du volume une fois par mois en début de mois. Enfin, c'est ça qui nous intéressait. Après, chez nous, ils font vraiment juste l'expédition. Pour d'autres gens, ils font aussi le conditionnement. D'accord. En fait, le schéma classique, c'est t'amènes tous tes produits à un endroit et l'entreprise conditionne et expédie. Et nous, on a fait faire la boîte et le conditionnement et après on expédie. D'accord. Et si je reviens sur ce conditionnement, aujourd'hui, chaque box, par exemple, toi, tu la vois telle qu'elle va être envoyée avant, enfin toujours, t'as toujours cette... Ouais, nous, on y va tous les mois. Donc, D'accord. Au début, c'était moi qui faisais tous les mois le déplacement au démarrage. Maintenant, c'est les équipes logistiques. On échange en permanence avec eux, donc soit par photo et après, on vérifie sur place. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que sur la ligne logistique, la personne qui est la dernière, donc qui s'occupe de mettre le couvercle, elle est garante du wow effect. D'accord. Donc elle est censée se dire à chaque fois, est-ce que si je reçois ça et je l'ouvre, j'ai un petit frisson? Sur 70 000 boîtes. Ouais, pratiquement 100 000. Ouais. Après, c'est pas tout le temps la même personne. Ouais. Et pareil, c'est pour faire le nœud, parce que une de nos choses différenciantes aussi, c'est quand tu ouvres les boîtes, il y a un petit nœud à l'intérieur qui est noué à la main. Qui est le poste le plus cher, parce que faire un nœud, c'est la chose la moins automatisable du monde. Donc, ce sera jamais une ligne mécanique parce qu'on a besoin de ça. Et c'est quelque chose qu'on a toujours voulu garder parce que le fait de défaire le nœud, c'est vraiment toute la symbolique du paquet cadeau. Et ça rajoute vraiment un moment d'excitation dans l'ouverture. Et pour faire ça, on a appris des anciennes couturières, en fait, qui ont l'habitude de faire des nœuds super vite et qui sont capables, du coup, de faire 1000 nœuds en 1 heure. C'est vrai? Ouais. 1000? C'est la cadence maximum, c'était 1000. Donc 3600 secondes, t'es quasiment un nœud toutes les 3 secondes et demie. Voilà. Incroyable. Et vous leur offrez des massages pour les doigts ou pas? On les abonne à la box. D'accord, c'est assez incroyable. C'est quoi pour toi les gros enseignements que t'as eu sur la logistique, les gros points d'attention, les choses qui font la différence? Pour moi, c'est vraiment toujours demander pourquoi. Parce que moi, j'avais jamais fait ça avant, c'était pas du tout ma formation, et c'est le côté toujours demander pourquoi le prix il est construit comme ça, pourquoi les gens ils sont comme ça sur la ligne, pourquoi cette boîte là c'est plus compliqué, et ça nous a permis de construire en fait avec eux la façon la plus sensée de faire la box. Typiquement l'emballage carton d'expédition. En fait, à un moment ils sont venus nous voir, ils nous ont dit non mais oui il est très bien quand vous en pliez une dans votre bureau, mais en fait quand on en fait 1000 par heure, on est obligé de mettre des méga musclores au bout de la ligne parce que ça fait un mal de chien. Et du coup, on a changé la boîte. Du coup, on a gagné de l'argent, gagné du temps. Eux, c'est plus simple pour eux. Enfin, donc, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est alors des postes sur lesquels, pour avoir fait moi un tout petit peu de e-commerce, mais je me suis un peu, comme ils disent dans le sud, fadé moi-même la logistique, l'expédition à un moment. En fait, le pourquoi tu l'apprends dans le dur, parce qu'en fait, tu vois que chaque truc est assez pénible, assez long, etc., etc. Les pliages, voilà, et c'est vrai que c'est intéressant. Tu sais combien ça coûte à peu près une expédition? Juste les frais de la poste? Ouais. Je crois, ça dépend beaucoup des tarifs postaux. C'est en fonction si c'est du Colissimo ou autre. Et nous, on est autour de 3 €.
D'accord. Ouais, donc sur un total de 13,90, c'est beaucoup, sachant qu'après t'as tout le conditionnement, la mise en, ouais. Et aujourd'hui, en fait, finalement, ce business, il est très proche de votre business initial de My Little Paris, puisque en fait, vous faites toujours découvrir des choses. C'est ça. Et des marques, vous. Alors, elles vous payent ou elles vous fournissent les produits? Non, elles nous fournissent les produits. Elles vous fournissent les produits. Ce qui est déjà pas mal, parce que c'est un certain coût pour eux. C'est un bon échange de procédés, en fait. Ouais. D'accord. Et donc, vous avez lancé ça en 2011, tu m'as dit. Toi, t'es directrice du e-commerce depuis quand? 2 ans. 2 ans. Aujourd'hui, votre acquisition de nouveaux clients, elle vient uniquement de la newsletter, toujours, ou vous allez chercher du client sur Facebook, sur Instagram, vous dépensez aujourd'hui? Alors, elle vient plus du tout de la newsletter, c'est vraiment le coup d'envoi. Ouais. Après, ça s'est beaucoup massifié. On a beaucoup grossi par le bouche à oreille aussi pendant très longtemps. Donc, et c'était vraiment ce travail de chaque jour se dire, est-ce que si je reçois ça, j'ai envie de le raconter à ma collègue au bureau? Et ça est aussi la seconde chose. Donc ça, c'était vraiment, on a dupliqué ce qu'on savait faire sur My Little Paris. Et ensuite, My Little Box, c'est vraiment arrivé au tout début de la viralité sur YouTube et de l'unboxing, qui maintenant, c'est mourant. Mais et je me souviens, les 2 premières années, on voyait apparaître à chaque fois qu'on envoyait une box, mais des centaines de vidéos de femmes qui déballaient leur box devant leur écran pour montrer à leur communauté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui naturellement nous a généré de l'abonnement et qu'on n'a jamais maîtrisé. D'accord. Donc ça, c'était jusqu'à il y a 1 an et demi. Et puis il y a 1 an et demi, on a atteint une phase plateau où en fait l'incrémental qu'on arrivait à générer par le bouche à oreille ne suffisait plus à compenser. Tout ça jusqu'à 1 an et demi, c'était de l'organique. Ouais, c'était 100% organique. 2017, très bien. Ouais. Ok. Et donc, il y a 1 an et demi, on a commencé à investir un peu en digital pour faire de l'acquisition. Et là, pareil, on essaye de le faire à notre manière. Donc, c'est surtout de raconter des histoires, donner envie d'en savoir plus que faire des grosses promos. Ouais. Donc voilà, nous, on appelle ça de la smart acquisition, d'aller vraiment raconter des histoires sur comment on fabrique la box et d'aller pousser ça à une communauté qui peut y être sensible, et ensuite d'aller les retargeter. Mais on n'est pas forcément sur de l'offre prix. Sachant que finalement, comme ça, au début, quand on découvre, tu te dis, je t'envoie 100 000 box par mois, ça fait 1,4 million de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Finalement, si tu splits un peu tout ça, tu dois te dire, bon, c'est du TTC, donc t'enlèves la TVA, t'arrives à 11 €, t'enlèves les frais d'expédition. Alors, ça a augmenté depuis le prix, hein. On a augmenté le prix. D'accord. Aujourd'hui, on est à 17,90. Bon, ok, très bien. Ouais. Donc, t'enlèves la TVA, t'es à quoi? J'arrondis, hein. Je calcule pas, vous m'excuserez si je suis un peu à côté, mais tu vois, 14 €, t'enlèves les frais d'expédition, t'es à 11, t'enlèves la prod de la box, t'es à 6 ou j'en sais rien, quelque chose comme ça dans les grosses masses. Donc derrière en acquisition, alors 6 fois 11 mois de lifetime value, ça fait potentiellement Mais plus tu fais de l'acquisition, plus la lifetime value elle baisse. Voilà, en plus, moins t'es naturel en effet, donc oui, t'as raison. Ça c'est un point intéressant. Hein. Donc plus t'achètes t'achètes, en tout cas tu acquiers des nouveaux clients par de la pub, donc pas par du naturel, moins la lifetime value et ça vous le traquez aujourd'hui est longue. Ouais. Et c'est pour ça que justement on fait très attention aux messages qu'on envoie. Et pour l'instant ça a très peu d'impact sur notre lifetime value, donc on est plutôt content. Contrairement à tout ce que le marché remonte. Très bien. Et là-dessus, vous segmentez dans le marketing les nouveaux utilisateurs, les nouveaux clients. T'arrives à voir ceux qui viennent d'un canal organique plutôt que d'un canal. D'accord. Ouais. Et les montants vagues de vos dépenses publicitaires, c'est quoi aujourd'hui? Bon, je saurais pas dire. Je vais enrouler des yeux. Absolument. D'accord. Et d'accord. Donc c'est vrai que ça c'est important parce que c'est vrai que souvent on arrive dans certains e-commerçants avec qui on travaille, on arrive dans un calcul où en fait tu dis toute ma marge brute je la donne à Google ou à Facebook. Ouais. Quoi. Donc faut faire attention là-dessus à bien travailler aussi parce que surtout dans des univers très concurrentiels. Donc si je lis entre les lignes, l'univers des box a quand même beaucoup changé. Ouais. Vous étiez le premier ou Non, il y a toujours eu Jolibox qui est devenu Birchbox ensuite, qui est un peu devant nous, mais on est les 2 gros, oui. D'accord. Et quand vous lancez, donc c'est vrai qu'il y avait une grosse mode de box. J'ai l'impression qu'il y a eu un retour un peu là-dessus, en tout cas, qu'il y en a beaucoup qui soit ont arrêté, soit vraiment on entend nettement moins parler.
parce que les gens en fait se lassent au bout d'un moment du concept, parce que comment vous vous battez contre ça, vous, et c'est quoi ton analyse de ce marché? Alors moi je dirais que l'abonnement ça se développe de plus en plus, mais pas forcément sur le marché des box beauté, mais enfin voilà, Netflix, Spotify, mais même les abonnements énergie, téléphone, ça a toujours été de l'abonnement, donc c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans les mœurs. Après sur My Little Box, c'est sûr que c'est que du superflu quoi. Enfin c'est des choses pour se faire plaisir. Moi je l'assimile beaucoup à de l'abonnement de magazine. Donc c'est comme s'abonner à un magazine plus où oui, on a un magazine divertissant et il y a aussi des accessoires, des produits de beauté voilà. Je me suis perdue. Eh ben, je vais rebondir sur autre chose, une question que j'étais en train de me poser. Est-ce que dans j'ai retrouvé, ouais, pardon. C'était, je l'assimile aussi à la théorie économique du rouge à lèvres pendant la guerre. Où en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, les ventes de rouge à lèvres ont explosé parce que c'était un bien assez abordable, mais qui en même temps était un côté prendre soin de soi, peut-être un petit luxe, un petit plaisir du quotidien. Et en fait, au final, voilà, pour un petit peu moins de 20 € par mois, c'est aussi ce que tout le monde peut s'offrir, un petit plaisir à soi quotidiennement. Et après, la lassitude, oui, ça me semble normal que les gens ne restent pas abonnés pour toute leur vie. Et les annonceurs ou les partenaires se battent pour être dans la box. Je veux dire, t'as jamais de problème, il y a jamais un mois où tu t'es dit oula, j'ai personne, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Non, parce que en fait, c'est dans les deux sens quoi. Nous on travaille 1 an à l'avance les box. Donc 1 an à l'avance, on a le temps d'aller voir les marques et de leur dire quels sont vos temps forts, quels sont vos produits les plus importants, les messages que vous voulez passer et à quel moment. Et ensuite, on réfléchit aussi nos thématiques en fonction. Et c'est pas du tout vendu dans un contexte plus global où vous leur vendez aussi puisque c'est pas vendu, mais des opérations sur My Little Paris ou... Très rarement. Ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Souvent, la raison, c'est parce qu'en fait, les personnes qui s'occupent des produits physiques ne sont pas du tout les mêmes que celles qui s'occupent du digital. D'accord. Et donc, soit on gère avec les DG, soit... de silotage Exactement. Mais c'est la même chose sur l'international, où en fait, le marché... la France peut pas décider pour les produits du Japon. Ouais. Donc, c'est très siloté. C'est assez drôle, ouais. Alors, du coup, c'est moi qui ai perdu ma question d'après, mais donc vous avez pallié à tout ça sur tout ce qui est justement lancement de nouvelles box. Ouais. Une des questions que je voulais te poser et à laquelle en préparant tout ça, je pense que tu vas pouvoir bien me répondre, c'est qu'il y a quand même une évolution de la consommation énorme entre 2011 et 2019. T'es peut-être pas sans le savoir, mais nous, chez Cosa Vostra, on a racheté une boîte qui s'appelle Envoûté, qui fait une box de thé, et on réfléchit beaucoup à qu'est-ce que c'est l'avenir sur le bio, l'éco-responsable, qu'est-ce qu'on met dans cette box, comment est-ce qu'on fait en sorte que... et on a un vrai sujet de fond, on se précipite pas, mais un vrai sujet de fond là-dessus. Et vous avez, je crois, sorti un projet qui répond en partie à ça. Enfin, il y a plein d'initiatives d'ailleurs, mais il y a un projet en particulier. Mais ouais, c'est vrai que les consommations évoluent beaucoup et que nous aussi on se demande souvent comment on fait, parce que je crois pas à un avenir épuré où on achètera que du Yuka et on achètera que le strict nécessaire. Mais la question c'est comment dans les achats plaisir on introduit quand même une dimension responsable. Donc après ça peut prendre beaucoup de formes. Donc ça peut prendre la forme du Made in France, ça peut prendre la forme de faire que du bateau et pas de l'avion. Et pour nous il y a aussi une question de qu'est-ce qu'on fait des produits qu'on n'utilise pas, ou dont on n'a pas besoin, plus besoin, ou qui correspondent pas, parce que c'est vrai que sur un produit qui est une surprise, et sur 11 mois d'abonnement moyen, il y a forcément des choses qui vont pas. Tu l'as pas choisi, donc de toute façon. Et souvent on a ça en retour, on a des gens qui me disent mais j'en peux plus, j'ai tous mes tiroirs qui débordent, je vous adore, mais je sais plus, quoi faire de tout ça. Et donc le mois dernier on a lancé une OP qui s'appelait High Five. C'est super, j'ai vu ça. Ouais. Raconte-nous ce que c'est, mais c'est vraiment super. Et l'idée c'était de dire si vous avez des choses en trop, renvoyez-les nous, on vous offre l'étiquette postale. Je peux pour vider mon appart choses. et t'envoyer tout. Non, que les produits My Little Box de préférence, mais en vrai, on a tout accepté et on va les donner à des assos. D'accord. Voilà, et on va donc nous et on ça est représente aussi, beaucoup en volume, ça a marché. Alors là, c'était un test. Ouais. On avait 1000 étiquettes retour mises à disposition, parce qu'évidemment, ça a un coût. Une étiquette retour, c'est 7 €. Wow. Donc et c'est vraiment un don qu'on fait nous. Ouais. Et elles sont toutes parties en 24 heures, les 1000 étiquettes. Donc voilà, et cette semaine, on va aller déballer les colis et les trier pour les assos. Elles sont, ça va être drôle ça. Elles sont, tu nous enverras des photos. Ouais. Elles sont payées. Je suis désolé pour mes questions précises, mais je crois que c'est les étiquettes retour. Elles sont payées que si elles sont utilisées. Quand elles sont scannées. D'accord. Ouais. Ok. Et ça, c'est avec la Poste que tu fais ça.
Je suis pas sûre je sais pas si c'est de la Poste. Comment choisis, je sais pas si tu peux répondre à cette question, mais comment choisis justement entre la Poste, DHL, Chronopost, UPS? C'est qu'une question de coût, C'est une question de coût et de service, et de rapidité. Après, sur l'abonnement régulier, alors tout le monde attend sa box avec impatience tous les mois, mais c'est moins un achat dont tu as besoin dans 2 jours. Donc nous, on promet une livraison entre le 10 et le 20 du mois. Et aujourd'hui, on travaille avec la Poste et avec Colis Privé, et on a pris des formats standards. Et si les gens veulent un numéro de tracking, une livraison en 48 heures ou en point relais, c'est disponible avec un surcoût. D'accord. Qui est de l'ordre de entre 1 euro et 1,50 €. D'accord. Donc c'est pas... Mais chaque mois, évidemment. Ouais. Donc, d'accord. Et donc du coup, oui, en effet, tu disais d'autres choses que vous avez fait. Tu as parlé du bateau, hein, c'est important sur toutes vos expéditions que vous faites au Japon, parce que on n'a pas parlé encore d'internationalisation, mais au Japon, vous envoyez exclusivement ou que des produits français Alors, au Japon, on l'a marketé en disant c'est la box qui vous c'est la box pensée par les Parisiennes. D'accord. Donc recevez ce que les Parisiennes aiment recevoir. La martingale, quoi. Non, mais ce qui peut permettre de faire une box Londres, My Little Box, au Japon, quoi. Donc c'est pas forcément la box avec des choses de Paris, mais c'est ce qui est branché à Paris en ce moment. Au tout début, donc ça fait 5 ans qu'on est au Japon. Pendant les 2 premières années, c'était vraiment juste des choses de Paris. Donc on mettait le même contenu et on rajoutait un petit emporte-pièce en forme de tour Eiffel. Si on faisait un foulard, c'était un foulard en marinière. Enfin voilà. Et puis là, la communauté connaît quand même le produit et le concept, et donc on peut élargir un peu en faisant des box plus éloignées thématiquement. Et tout est alors les produits sont dealés au Japon par les équipes japonaises. D'accord. Avec les marques japonaises, parce que pareil, en France on veut de la terracotta, mais au Japon elles veulent se blanchir la peau, donc c'était complètement différent. Les boîtes sont conditionnées, expédiées du Japon. La seule chose qu'on envoie nous, c'est les produits de beauté sous la marque My Little Beauty, qui sont fabriqués en Europe, la plupart en Italie, et donc on les envoie au Japon. Donc ça, vous avez une marque propre aujourd'hui. Ouais. Et sur celle-ci, vous vendez les produits en dehors de la boîte, de la box? Un tout petit peu, juste sur notre e-shop My Little Corner. Ok. Ok. Et donc ça, pour revenir et pour finir sur ces initiatives, il me semble que dans les box, vous essayez de réfléchir aussi à vraiment ce que vous mettez par rapport à l'impact. Ouais, bien sûr. Okay. On a fait notre bilan carbone ce début d'année. Ouais. Et on fait beaucoup d'efforts avec les salariés, mais en fait, c'est limite dérisoire par rapport à l'émission de CO2 de marchandises qui sont expédiées en avion de l'Europe vers le Japon. Et donc, on a décidé de plus faire que du bateau. Sauf cas d'extrême urgence, mais en fait, limite, ça réduit de moitié notre bilan carbone si on fait ça. Donc. Et c'est bien. Aujourd'hui, vous avez donc 3 box, Gambet Box, Gina et donc My Little Box. Ouais. C'est quoi les différences sur ces 3 box? Elles sont très différentes, j'imagine. Oui, elles sont très différentes, parce que du coup, l'idée, c'était vraiment d'adresser des marchés différents. Gambet Box, c'est 2 paires de collants par mois pendant les mois d'hiver, et du legwear, donc c'est plutôt du beachwear l'été, donc on a fait des maillots de bain, des shorts, voilà. Et là, c'était d'aller encore plus dans le côté vertical commerce, donc d'être vraiment monoproduit. On est les seuls acteurs au monde sur ce marché, donc parce qu'on voulait répondre à ce côté, en fait, il y a rien de plus chiant que d'acheter un collant, et si on va choisir un collant, on choisit forcément un collant noir, alors que là, on n'envoie que des collants noirs fantasy, mais qui donc permettent aussi de réinventer la garde-robe. Et ça, c'est 14,90 € tous les mois, et on a 45 000 abonnés. Bravo. Ça fait 6 ans. C'est vrai que c'est toutes ces choses alors moi j'y réfléchissais peut-être naturellement sur un côté masculin, mais il y en a eu des chaussettes, potentiellement quelles sont toutes les choses qui sont un peu des must-have, comment je cherche le terme, mais ça va me revenir, mais que des basiques. Des basiques, voilà, que tu dois avoir, que tu rachètes, mais sans forcément t'éclater. Et ben finalement, c'est pas idiot en soi de les lancer comme ça. Et donc en plus, ça vous envoyait dans 12 pays, c'est ça? C'est ça. Gambet Box, c'est disponible à la livraison dans toute l'Europe. Et c'est le poids de la France par rapport à ces 12 pays, Il est énorme. La raison pour laquelle on a ouvert en Europe l'année dernière, c'était parce que sur My Little Box, donc on est en Allemagne et au Japon. Ouais. Et la démarche à chaque fois, c'était de mettre une équipe en local,
de 2-3 personnes au démarrage qui travaillaient sur le sujet pendant 6 mois et ensuite qui lançaient. Et sur Gambet Box, comme on maîtrise toute la chaîne, vu que les collants, c'est aussi nous qui les produisons en Italie avec nos usines, on a voulu... usines, c'est-à-dire vous avez nos un traitant, usines partenaires. Ouais, d'accord, ouais. On n'a pas encore acheté d'usine de fabrication de collants, mais j'espère bien un jour. On voulait faire l'inverse et en fait ouvrir la livraison dans tous les pays d'Europe pour voir quels étaient les marchés les plus sensibles et ensuite mettre une équipe. Et donc à date, les marchés qui fonctionnent le mieux, c'est le UK, mais avec le Brexit, je pense que ça va être très très compliqué les formalités de douane, donc on va voir comment ça avance avant de se lancer là-dessus. Et sinon, c'est l'Allemagne et les Pays-Bas. D'accord. Ouais, un gros marché e-commerce, les Pays-Bas, par rapport à la taille du pays, qui est tout petit, c'est intéressant. D'accord, et donc Gina. Alors Gina, justement, ça répond à cette dimension plus responsable de la consommation aujourd'hui. Gina, c'est un abonnement à des tampons et des serviettes hygiéniques bio, donc 100% bio. Je connais pas bien la problématique, mais tu peux choisir l'un ou l'autre ou... Oui. D'accord. Ouais, c'est ça. En fait, sur le site, on peut faire son assortiment comme on préfère, en fonction de son flux, enfin tout ça, et de ses préférences. Et c'est une livraison tous les 2 mois. D'accord. Voilà, et c'est à partir de 12 €, je crois. Sachant que c'est un marché sur lequel il y a 2 gros poids lourds qui doivent être Procter et je dis ça, je sais plus, en face, il y en a toujours 2 ou 3, mais en fait c'est assez pas duopolistique ou voilà. Donc là, vous arrivez sur quelque chose avec une offre alternative, qui sont des produits qui sont les vôtres aussi. Oui. D'accord. Et c'est combien d'abonnés, ça ? On vient de lancer, donc on a autour de 1000 abonnés. D'accord. On a lancé il y a 1 mois. Ça, c'est l'attrition qui sera intéressante à voir. Ça dépend finalement que de la qualité du produit, j'imagine. Ouais. C'est-à-dire que et en fait, on s'est produit... rendu compte que sur les protections hygiéniques, il y a le même réflexe que sur le bio, de façon un peu générale, qui est est-ce que je peux tester avant parce que je suis pas sûre que ça marche. Donc en fait, les filles ont peur de fuite. Et donc du coup, pour ça, on est en train de développer un kit de test qui permettra en fait en premier paiement, payer que 2,90 € et avoir le minimum, donc 2 tampons et 2 serviettes pour pouvoir faire le test. Et si ça convient à la personne, 28 jours après, donc au bout d'un cycle, elle sera reprélevée du montant de l'abonnement qu'elle aura choisi. D'accord. Et pareil, dans tout ça, t'arrêtes quand tu veux, en un clic, c'est hyper simple, c'est pas comme Canal+, quoi. Non. D'accord. Pour ne pas les citer. Ok, c'est vraiment l'idée, votre approche de se dire... tu rentres et tu sors quand tu veux, c'est hyper important. Justement, c'est un bon point pour arriver. Alors, avant d'arriver sur le service client très vite, ce qui est intéressant dans l'évolution de Gambet et de Gina, c'est que vous êtes sur quelque chose de plus responsable aussi, quand même sur Gambet. C'est-à-dire que de toute façon, ce sont des consommables qu'on va prendre quelque part. Vous proposez une alternative sur laquelle, en effet, j'imagine la lifetime value sera probablement plus longue parce que au bout d'un moment, de toute façon, t'en as pas plein tes placards parce que normalement ces produits tu les utilises, quoi. C'est comme les couches pour bébé, c'est comme pour un certain nombre c'est du vrai consommable entre guillemets. C'est pas du superflu. Et ça, c'est une tendance de fond que vous travaillez. J'ai l'impression le fait de pas être sur du superflu, mais sur des choses c'est ça. D'accord. Et il va y en avoir d'autres. Alors, on y travaille là déjà, on sort Gina, mais c'est vrai que sur Gina, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'adresser de façon plus large la femme, le corps de la femme et tout ce qui va avec. Donc, par exemple, on va faire une semaine mère-fille. Donc voilà, sur la question des premières règles, on va faire une sex week où on va justement avoir toutes les questions liées à la sexualité. Donc l'idée, c'est d'être beaucoup plus large que juste les protections hygiéniques et pourquoi pas assez vite faire des préservatifs, enfin voilà, d'autres choses. Et là-dedans, tu rajoutes des produits de marque tierce ou non, c'est que vos voilà. On sait ce que j'ai tous les mois tous les 2 mois dans le Gina, c'est toujours la même chose. Avec évidemment des petites surprises tous les mois. D'accord. Mais pas de partenaire. Mais il n'y a pas de logique de box. Je veux dire, tu peux envoyer la box d'il y a 6 mois à quelqu'un. Oui, c'est l'assortiment qui compte, Oui. Parce que après, pour le coup, sur Gina, le sujet, il est plus, il faut vraiment que la box, elle arrive à l'heure, quoi. Parce que pour le coup, si elle arrive et que c'est trop tard, la personne, c'est radical. C'est fini. C'est 1, embêtant, et 2... Mais tu peux avoir quelques jours d'avance, d'ailleurs. C'est ce qu'il faut savoir. Oui, mais c'est ce qu'on prévoit. Je ferai pas le mauvais jeu de mots avec quelques jours tampons, mais je l'ai fait quand même. Pardon, je suis vraiment nul. Voilà, faut s'en remettre. Je pensais à juste une des questions que je me pose de temps en temps sur ces box, c'est se dire, en fait, souvent, une box, quand on l'envoie, on va se dire, j'envoie la box du mois de février. D'accord, mais en fait, on pourrait aussi se dire, j'envoie la box numéro 1 et après, j'ai la box 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça, c'est plus
je sais pas si c'est plus simple en termes de logistique, mais tu vois ce que je veux dire. Et est-ce que tu crois que ça peut marcher ou le moment de la saison est très important, évidemment l'automne, le février, Halloween, la Saint-Valentin. Tout dépend du produit et du concept. Ouais. Sur My Little Box, ce serait impossible parce qu'on peut pas envoyer une Christmas box en avril. Mais par contre, sur Gina, typiquement, c'est ce qu'on fait. Parce qu'en effet, la box numéro 1, après, tu accompagnes tes clientes dans un... Et ce qui te permet, du coup, de créer la surprise et de rajouter des choses dans la box 2, 3, etc. Parce que généralement, dans le business des box, la box la plus importante, c'est pas la première, c'est la deuxième. Parce que la première, il y a l'excitation de la recevoir et de la découvrir. Et en fait, c'est à la deuxième que les gens se disent, mais en fait, j'ai reçu ce truc que j'avais acheté qu'une seule fois pour tester et en fait, j'ai oublié de me désabonner. Donc nous, on travaille beaucoup aussi la deuxième box. Un très riche enseignement d'une grande professionnelle de la box. Merci. Non, c'est intéressant. Justement, c'est un bon point pour enchaîner rapidement sur le service client. Qui est un point très important, je crois, chez vous. De toute façon, je crois que pour tous les e-commerçants qui fonctionnent, je veux dire, la différence, elle se fait là quand même. Est-ce que là-dessus, t'as avant d'aller sur tes gros points d'enseignement, parce que tu as appris, toi, le e-commerce sur le tas, hein, donc c'est quand même intéressant. Est-ce que t'as eu des inspirations, des livres, des je sais pas, des lectures de blog post, des rencontres qui ont changé ta vie là-dessus? Ouais. Alors, beaucoup de livres. Ouais. Sur le service client, c'était Zappos, toujours. Delivering Happiness, ouais, d'accord. Tony Hsieh. Et Hug Your Customers. D'accord. Qui est vraiment, je sais pas si tu connais. Mais non, je crois pas. Donc, Hug Your Customers, c'est l'histoire d'un mec qui a un grand magasin aux États-Unis, type Macy's ou autre, qui fait de l'habillement pour hommes. Et en fait, tous les vendeurs dans son magasin connaissent les clients et quand le client passe la porte, n'importe lequel des vendeurs peut arriver et lui dire « Ah, j'espère que la chemise la dernière fois, ça vous allait bien. On a reçu une cravate qui irait vachement bien avec. » Et donc ça, c'est un peu notre bible parce que c'était hyper inspirant. D'accord. Bon, on mettra les liens dans Et le dernier, c'est que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, c'est The Power of Moments. C'est écrit par ceux qui ont fait Make to Stick. Et c'est sur, en fait, au lieu de penser la vie et un business comme une continuité, de le penser en moments. Donc nous, typiquement, on fait ça sur le moment où tu t'abonnes, le moment où tu reçois ta box, le moment où tu as fini de la déballer, le moment où il faut que tu te débarrasses de tout ce que du carton, penser les choses comme des moments et les émotions qui créent chez les gens qui les vivent. Trop bien. Hyper intéressant comme approche. Delivering Happiness, c'est une bible. Il y en a un qui est intéressant, du coup, je le rajoute parce que c'est un Français qui s'appelle. J'en parle dans beaucoup de podcasts. Alors, tous les gens vont encore finir par croire j'ai une action, mais je ne suis pas actionnaire de son bouquin. Je devrais. Jonathan Lefebvre, qui vient de Trainline, ex Captain Train, et qui avait écrit à l'époque que j'avais lu un post sur Medium qui était extra, un post de je pense 40 000 signes ou voilà, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle l'obsession du service client. Et qui est vraiment un bouquin à lire. Alors quand on a lu Delivering Happiness, il y a un certain nombre de basiques, mais quand même, ils font des choses qui sont vraiment incroyables là-dessus. La petite note par exemple, ils sont capables de dire quand t'as un client qui va dire sur Twitter en janvier 2018, ce serait bien d'avoir telle feature, etc. sur votre site parce que voilà, ils sortent la feature en février 2019, 1 an et 2 mois après, et ils font tiens, machin, merci pour ta feature d'il y a 1 an, on l'a sorti, c'est live, c'était une super idée, tu peux essayer. Je veux dire, en termes de wow effect et tu vois, quand t'es un client, t'as une sorte de, t'en parles à 40 personnes, je pense. Tu vois, c'est vraiment des trucs de fou. Vous avez des super trucs, je crois, notamment sur l'onboarding des collaborateurs, etc. Qu'est-ce que vous avez développé justement de... Alors peut-être pour rebondir juste avant sur cet exemple-là, parce que nous, comme on est sur le business de la surprise, c'est un peu dur de demander aux gens comment vous voulez qu'on vous surprenne, parce que 99% des abonnés répondent je sais pas, surprenez-moi. Et par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un groupe qui s'appelle Les Confidentes, où on a 5000 abonnés qui sont donc dans une base newsletter et à qui toutes les semaines on demande est-ce que vous préférez bleu ou rose, est-ce que vous préférez des pinces pour les cheveux ou un foulard, et qui du coup contribuent activement au développement des box tous les mois. Chez My Little Paris, tout prend des proportions énormes. Hein. Quand t'as 5000 confidentes, tu vois, c'est pas j'avais pas le chiffre, mais je pensais que c'était quelques centaines, quelques dizaines. Donc 5000, c'est... Ouais. Oui, t'as un échantillon représentatif assez fort quand même. Ouais. Et t'as un taux de réponse là-dessus qui est énorme. Ah oui, les taux d'ouverture de la news, ça doit être 70%, un truc comme ça. Donc après...
Ouais, donc quand t'as une couleur, tu sais que derrière, normalement, ça va marcher. C'est très vertueux parce que non seulement tu les impliques, mais et en puis plus, après, elles le voient. Elles ont quelque chose en retour à part le fait. Non, d'accord. Bah après, forcément, quand on fait des panels et tout, on les invite. Celles qui sont à Paris, on les connaît vraiment. Mais sinon, non, c'est vraiment de l'amour de nous donner ravis. Super. Il y a d'autres choses, je crois. Hein. Ouais. Après, en termes d'organisation et d'onboarding, c'est sûr que le service client chez nous, il est central. D'ailleurs, on l'appelle Customer Happiness. Donc, c'est très à la mode de renommer le service client en ce moment. Happiness dans tous les. Mais l'équipe plus large s'appelle l'équipe Caring. J'attends cette boîte qui aura quelqu'un en charge de licencier des gens qui l'appellera Firing Happiness. Happiness Officer. Je vais te tirer dans la joie. Pardon. Excusez-moi pour cette digression. Je me moque de toi en plus. C'est pas sympa. Mais ouais, donc l'équipe Caring et le truc, c'est vraiment de penser abonnés first, quoi. Et donc elles sont en gros sur la même table. Il y a la responsable donc du Customer Happiness du service client avec la responsable marketing et la responsable logistique. Et en fait, les trois prennent toutes les décisions ensemble. Je suis en train de me marrer sur mon truc parce que je me rends compte que le Firing Happiness Officer, ça fait FHO, ça fait un peu facho. C'est un très bon. Je pense qu'il y a un concept. Ouais, il y a un concept. On va lancer un concept de FHO. Pardon, c'était très intéressant en plus. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi cette approche d'aller voir les clientes. Ouais, alors un autre truc, c'est toute intégration il y a une semaine au Customer Happiness. Trop bien. Pour au moins, quel que soit le métier, en fait, juste avoir l'habitude de ce qu'aiment les clients ou pas. Et après, ce qu'on fait tous les ans. C'est téléphone, beaucoup, email, les deux c'est email, réseaux sociaux, essentiellement. Ok. Ouais. Et ensuite, effectivement, on fait une fois par an la campagne qu'on appelle J'irai sonner chez vous, et où en fait tout le monde dans l'équipe contacte une abonnée et s'invite chez elle. Donc c'est très important que ce soit chez elle, avec soit les croissants si c'est le matin, soit la petite bouteille de vin qui va bien si c'est le soir, pour lui faire un sondage en fait. Mais le fait d'être chez les gens, on comprend beaucoup plus les habitudes de consommation. Enfin voilà, moi je suis allée chez des filles où je rentrais dans l'entrée, il y avait le foulard accroché, le tote bag dans la chambre. Elle me montrait leur pile de box dans la salle de bain. Mais tu nous apprends plein de choses et vraiment je te remercie Anna, mais je crois que de tous c'est vraiment pour moi, surtout quand tu grossis, en fait quand t'es petit finalement moi j'avais sur certains business j'avais les clients qui avaient mon numéro de portable, si tu veux, je le mettais dans tous les emails, tu vois. Donc, en fait, finalement, les gens t'appellent pas tant que ça parce qu'ils osent pas appeler sur un 06. Et quand ils le font, t'es à la plage, tu vois. Mais en l'occurrence, donc tu t'es proche. L'ennemi dans des business, quand on voit 100 000 box par mois, c'est justement ça, c'est d'être très distant. Voilà, et quand tu t'appelles Total, Danone, etc., être ça capable de se dire, tiens, les gens ils aiment ça, telle chose. Je trouve que c'est immense comme enseignement. Donc merci. Ça doit être bizarre à faire quand même. Mais... Alors le plus difficile, c'est pour les techs. Ouais. C'est qui ce mec qui veut bien prendre l'apéro? C'est clair. Faudra les filmer ça aussi. Très bien. Et écoute, je vais te poser juste 3 petites questions et puis voilà, on est bien au-delà du temps imparti comme d'habitude. Bon, va falloir s'y faire. Hein. Dans chaque nouveau podcast, on se dit on va mettre tant de temps et puis on met beaucoup plus. Si tu devais te lancer aujourd'hui sur un e-commerce, tu te lancerais sur quoi? Moi, ça aurait été sur ce qu'on vient de faire sur Gina. Ouais. Donc, vraiment, je trouve que, c'est vraiment un sujet qui touche toutes les femmes, quoi. Tout le monde doit se poser la question de qu'est-ce qu'elle se met dans le corps 5 jours par mois, tous les mois de sa vie, enfin entre 12 et 60 ans. Et ce qui est fou, c'est que vous avez vraiment ce unfair advantage, quoi. C'est que derrière vous avez un truc où vous êtes encore proche. Alors c'est pas unfair, d'ailleurs vous l'avez travaillé, mais ce unfair advantage, c'est si moi j'ai cette idée de Gina, je vais me faire massacrer, quoi. J'exagère, mais tu vois, il y a un côté, c'est compliqué, quoi. Et du coup vient ma question suivante. Est-ce que tu crois qu'il y a encore de la place pour des box? Est-ce que tu me dirais si demain je te dis je vais lancer une box là en 2019, moi quelqu'un me dit ça, je le regarde, je fais c'est un no-go, tu vois, mais ça dépend du service. Moi je rêve d'être abonné à des beaux livres de voyage. Tous les mois, un mois un beau livre sur le Japon, le mois souvent un beau livre sur l'Afrique du Sud, juste pour rêver. J'adorerais recevoir ça. D'accord.
Après, c'est finalement, comment il s'appelle cette vieille marque qui t'abonnait ou t'avais du mal à te désabonner aussi? Ça te parle pas des magasins dans toute la France? France Loisirs. Ouais, il faut peut-être dépoussiérer France Loisirs. Mais je sais pas si ça existe sur le encore. livre, ça se fait très peu. Après, sur la beauté, je pense que c'est saturé, mais je pense qu'il y a plein de... Et puis aussi vraiment sur l'abonnement en pratique, quoi. Il y a plein de choses à inventer. Est-ce que t'as une idée de, même si ça a très bien marché, j'aime bien savoir quel a été le tipping point, le point de bascule de My Little Box, ce moment où t'es passé d'une ligue à une autre, entre guillemets. C'est quand on a pris la décision de plus être une boîte que beauté. Et qu'on a mis du lifestyle et qu'on a mis des accessoires. C'était en septembre 2012. On a perdu 15 000 abonnés en un mois. De gens qui nous reconnaissaient plus, s'y retrouvaient plus. C'était quoi comme accessoire? Donc pas forcément en rapport avec la beauté. Alors non, c'était en fait on est passé d'une boîte avec 5 produits de beauté à une boîte avec 3 produits de beauté, 2 accessoires, mais surtout un thème global. Ok. Et donc les accessoires découlent du thème et pas des produits de beauté. Exemple d'accessoires sur un thème par exemple. Et ben par exemple là c'était une box flower au mois d'avril et dedans il y a un herbarium. Donc dans lequel on peut mettre des fleurs à sécher et une bague avec un petit engravé avec des fleurs. D'accord. Et les gens se désabonnent parce qu'ils approuvent? Non, les gens se sont désabonnés quand on a... Oui, quand t'as lancé, parce qu'eux, ils voulaient... C'était pas le concept. Bah non, eux, ils voulaient 5 produits et être sûr qu'ils en avaient pour plus que l'argent qu'ils avaient mis. Mais du coup, c'était pas le produit qu'on voulait faire, ni l'histoire qu'on voulait raconter. Et donc, on n'avait pas forcément envie de garder les gens qui étaient pas là pour ça, quoi. D'accord. Et là, vraiment, ça a donné une dimension complètement différente, même à comment on accompagne les marques. Elles ont moins l'impression qu'elles sont avec 5 autres produits et que du coup, les gens vont se battre pour savoir lequel est le plus cher, quoi. Là, c'est vraiment, ça correspond à leurs produits et leurs thématiques. Leur univers. On avait une box vitamine C en mars où, du coup, il y avait que des produits jaunes. D'accord. Donc voilà, c'est des choses. Et vous avez, il y a du contenu dans les box? Il y a une lettre? Ouais, il y a eu un petit magazine. Là, ça dépend des mois. D'accord. Typiquement, l'été, souvent, on met les trucs à lire sur la plage. Après, c'est beaucoup de contenu digital, surtout. D'accord. Ouais, beaucoup sur les réseaux, sur Instagram et après sur les newsletters. Dans justement l'immatériel, quand tu es abonné, t'as pas de plus. Tu reçois pas une newsletter, quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Si, il y a une newsletter My Little Box. Ok. Et enfin, c'est compliqué. Souvent, je demande quel est ton plus gros panier ou le plus what the fuck, parce que de temps en temps, on a. Alors, c'est marrant, sur les premiers épisodes, les choses qui reviennent, c'est des célébrités qui achètent des choses. Est-ce que, je sais pas, peut-être que vous avez vendu des gens qui vous ont acheté, qui sont abonnés à 50 box pour. Enfin, il y a eu des choses un peu comme ça irrationnelles dans les clients ou. Alors, il y en a, sûrement. Enfin, il y a encore des gens, il y a, je crois, 2000 personnes qui sont abonnées depuis la première box. Donc, non, ça doit être un peu moins parce qu'il y en avait 2000, mais je crois que c'est pas loin, quoi. Il y a 1500, pratiquement tous les gens qui étaient là à la première box sont toujours là. Alors, ils ont une lifetime value qui est... Ouais, inestimable. Et sinon, je crois que la plus vieille abonnée a 72 ans. D'accord. Voilà. Mais après, il y en a tous les jours, hein. Mais c'est plus, j'ai plus des choses qui se sont passées au service client où, par exemple, on a souvent, en fait, au service client, chaque événement dans la vie d'une fille qui fait qu'elle nous écrit est devenu l'occasion de faire quelque chose. Donc, que ce soit, je suis enceinte et du coup, je peux plus mettre de collant ou je déménage, faut changer mon adresse de livraison. On en fait quelque chose. Et mon exemple préféré, c'est toujours une fois, on a eu un mec qui nous a écrit parce qu'il s'était fait larguer et que du coup, il voulait suspendre l'abonnement qu'il avait offert à son ex. Et on lui a fait une mixtape des cœurs brisés pour le consoler. Il est venu la chercher au bureau, il était très content. C'est génial. Ça, j'adore ces petites attentions et je crois que vous êtes assez fort là-dessus. Ouais. Bon, Anna, je te remercie vraiment. Anna Véran. Merci à toi. On te suit peut-être sur LinkedIn, on t'ajoute. Sur LinkedIn, ouais. Ouais, principalement. Voilà, et puis on s'abonne évidemment. On suit My Little Box, Gina, et je cherche le dernier, Gambet Box, voilà. Et puis vous pouvez tester tous. Je vous ferai un code de promo. Non, je l'ai pas négocié avant. Sans problème. Voilà, très bien en plus. Et bravo parce que partie de stagiaire avec ces 5 personnes pour arriver là et ça a l'air d'être une sacrée aventure. Et puis quoi, ça fait 10 ans, donc c'est un sacré truc. Donc bravo parce que c'est un gros succès. 70% du business qui vient de chez toi, c'est pas mal. Merci beaucoup. À bientôt, Anna. À bientôt.
Merci d'avoir écouté Le Panier. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est peut-être le cas. Et si c'est le cas, je vous remercie de bien vouloir nous aider à faire 2 choses. D'abord, pour ceux qui sont sur Apple, bien vouloir le noter et de laisser un commentaire hyper sympathique sur Apple Podcast pour bien le mettre en avant auprès des plateformes. Et puis pour tous les autres, de bien vouloir le partager. Alors ça peut se faire à l'oral, par email, à l'écrit, sur les réseaux sociaux, mais les podcasts sont très difficiles à découvrir par d'autres moyens que le partage, donc votre partage est le plus important. Et puis si vous avez besoin de vous faire accompagner ou de créer un site internet ou une bonne stratégie de contenu ou une bonne stratégie marketing plus générale, bien écoutez, n'hésitez pas à contacter Cosa Vostra sur cosavostra.com ou vous pouvez aussi utiliser le mail lepanier@cosavostra.com. À bientôt.